la, la littérature française face au XXIe siècle, hein, le thème de la réparation qu'on a vu par exemple avec le livre de Garapon sur voilà, l'histoire peut-elle, la justice peut-elle réparer l'histoire? Eh bien, ce thème de réparer, mais pas seulement sur le plan judiciaire, par la fiction, les mots du monde, c'est un remarquable ouvrage. Et puis, qui date de 2012. Et puis, cette année, 2021, dans la même collection de chez Corti, l'idée de littérature, de l'art pour l'art, aux écritures d'intervention. Donc là, le sous-titre donne le parcours analysé par Alexandre d'une remise en cause de justement l'idée de littérature anhistorique reliée au génie littéraire, et il montre en quoi la littérature a eh bien les mains dans la gadoue de ce monde. Il anime nombre de séminaires, nombre de revues, et il a même mis, je vous le signale par rapport au thème d'aujourd'hui, enfin il le dira sans doute, mais cet été, il l'a mis sur le net, hein, parce qu'il y a aussi un côté très démocratique de ta part, je trouve, qui est de mettre à disposition, justement par le net, un colloque sur justement le thème d'aujourd'hui, qui est donc l'intelligence artificielle, sur lequel il va intervenir, l'intelligence artificielle dans la fiction, et la plupart des communications, des commentaires sont accessibles sur le net. Alors, son intervention qui va porter sur intelligence artificielle et rêverie post-humaniste, essai d'archéologie, titre qu'il a choisi, est évidemment au cœur de nos préoccupations et de nos questions depuis le début de notre séminaire sur expérience du temps, qui avait commencé avec François Hartog, et donc autour de cette question du régime d'historicité, pour reprendre la terminologie d'Hartog et de son livre. Et évidemment, le thème qu'il va aborder aujourd'hui, on l'attend fortement, puisque le diagnostic que fait Hartog est celui du présentisme à propos de notre époque, d'une forclusion du futur, d'un rapport mémorialisant au passé et d'un présent étal. Bon, c'est voilà le diagnostic, en tout cas, que fait François Hartog, qu'on a interrogé d'ailleurs pour savoir si la pandémie bousculait là ces catégories. Mais évidemment, avec l'IA, l'intelligence artificielle, on peut se demander si on n'assiste pas aujourd'hui à une réouverture. Certes, ce n'était peut-être pas la réouverture attendue, mais une réouverture de devenir, au pluriel, d'un futur souvent présenté comme celui d'une catastrophe annoncée, c'est-à-dire que ce n'est pas tellement les lendemains qui chantent qui semblent être à l'horizon de ce devenir, mais plutôt un catastrophisme de plus en plus alarmiste, et on comprend pourquoi, il y a des raisons objectives à cela, mais c'est aussi ce futur dans certaines fictions post-humanistes, c'est aussi la réalisation d'un rêve de dépassement de l'humain, de la finitude, renvoyer l'existence humaine et l'humain à une infinitude. On peut se poser la question, et donc avec cet homme augmenté que nous prévoient certaines disciplines et puis certains auteurs de romans, de fiction. Donc, est-ce qu'on n'a pas là, avec la fiction, le roman, un cadre, et puis aussi le cinéma et d'autres expressions artistiques, un cadre, disons, privilégié de ces variations post-humanistes? Alors, ce transhumanisme ou post-humanisme, il a déjà une longue histoire. Je pense que tu y feras référence. J'évoquerai simplement, pour baliser, le golem, Frankenstein. Ça ne date pas de la pandémie. On peut trouver des précédents sur cette voilà, source d'inspiration. Mais aujourd'hui, incontestablement, c'est devenu un thème majeur
pas unique évidemment, mais de l'inspiration romanesque, me semble-t-il, et tu nous confirmeras ou infirmeras. Et je pense notamment à un des écrivains très discutés. Enfin, moi, je l'ai découvert tardivement, j'avais quelques résistances. Je ne sais pas si j'ai l'impression que toi aussi, mais effectivement, c'est un des auteurs du post-humanisme aussi, et qui a peut-être été là aussi initiateur, comme il a été initiateur un peu comme entomologiste de notre société de ces mots, c'est Houellebecq. Parce que la possibilité du Nil, c'est effectivement en 2005 déjà une création post-humaniste qui effectivement revêt déjà les caractéristiques, me semble-t-il, du genre. Alors le genre, et c'est une des questions qu'on peut te poser, est-ce qu'il est assimilable à la science-fiction? Quelles sont là les limites, les frontières qu'on peut voir entre science-fiction et fiction post-humaniste? J'enverrai une première notion qui est la notion temporelle, justement. C'est-à-dire que beaucoup de ces fictions post-humanistes, pas de maîtrise comme toi du champ, mais pour beaucoup n'ont qu'un faible écart temporel avec notre présent. C'est-à-dire que c'est une projection, on ne peut pas dire que ce soit la prospective sur le plan quantitatif, mais c'est un futur proche à partir de technologies en général déjà là, on généralise au niveau de l'exploration des possibles à partir de ces déplacements. Alors, cela passe par la manipulation du temps, du corps, et ça ouvre, tu le développeras, j'imagine, ça ouvre sur toute une série de réflexions d'ordre philosophique. C'est d'ailleurs un peu comme ça qu'on s'est connus autour d'amis communs et de Ricoeur, donc de questions éthiques sur justement comment, jusqu'à quel point on peut manipuler les corps en fonction de l'éthique du souhait de la vie bonne, comme dirait Aristote. Et on retrouve cela dans une série de fictions. Je citerai simplement celle de Pierre Ducrozet, L'invention des corps, en 2017, récente, qui pose ce problème-là, à partir d'ailleurs d'un point de départ qui est, je pense à Eugénia, mexicain. Ces variations trans et post-humanistes, alors relèvent-elles, autre question que je te poserai, et je terminerai là-dessus, est-ce qu'elles relèvent de l'utopie ou est-ce qu'elles relèvent de la dystopie? Et là, me semblait intéressant le propos d'un psychanalyste bien connu, qui est Paul-Laurent Hassoun, et je vous signale texte de Paul-Laurent Hassoun dans cette revue, la revue des sciences humaines, qui a consacré ce numéro à transhumanisme et fiction post-humanisme, et il y a une série de contributions tout à fait intéressantes, dont justement celle de Paul-Laurent Hassoun, qui dit que finalement, ces fictions post-humanistes ne sont ni utopiques ni dystopiques, elles sont utopiques. Utopique, c'est-à-dire, comment il le définit, comme une surenchère de l'utopie qui est portée par l'euphorie des découvertes biotechnologiques. Et là, le regard psychanalytique de Hassoun est plutôt critique, et j'aimerais que tu réagisses après ton exposé voilà, à ce qu'il dit, et je terminerai sur ce regard critique d'Hassoun et d'interrogation pour moi sur le genre, et qui correspond bien à notre question sur l'expérience du temps. L'ironie de l'histoire, dit-il, est qu'à son insu, le récit utopique devient une nouvelle version du récit dystopique, l'avenir radieux prenant un aspect d'avenir sombre. Sur punch apparent renvoie à une forclusion du passé, son déni de la mort à un déni de la vie, car ce futur n'est pas dans le prolongement du passé, il l'abolit plutôt. Voilà. C'est un texte tiré donc de La nostalgie du futur, le récit transhumaniste dans cette revue.
À toi Merci et merci. beaucoup, François. Alors, on parlera peut-être un petit peu de post-humanisme, de transhumanisme à la fin, mais en fait, mon intervention va concerner quelque chose d'assez spécifique, mais qui a un rôle clé et qui est quelque chose qui est beaucoup moins abstrait finalement que ces philosophies transhumanistes qui sont renvoyées à un futur qui n'existe pas, mais autour d'un domaine scientifique nouveau, qui est celui de l'IA. Alors, de l'IA, intelligence artificielle, hein, et deux remarques préliminaires. Pourquoi je viens parler d'IA? D'abord, qu'est-ce qu'un littéraire vient faire à parler d'IA? Je crois qu'il y a au moins trois intersections possibles. Mais mes premiers contacts avec l'IA, ils se sont faits lorsque j'ai utilisé des outils IA dans ce qu'on appelle les humanités numériques pour analyser les textes, hein, des outils qui vous permettent, par exemple, de ce que Franco Moretti nomme du distant reading, c'est d'analyser des très grandes quantités de textes à la fois et de discerner des tendances culturelles, des thématiques, des mutations de vocabulaire sur la très longue durée, ce que aucun outil statistique traditionnel n'est capable de faire. Deuxième intersection possible, c'est celle de la thématique de l'IA qui devient de plus en plus prégnante, hein, dans la littérature et aussi évidemment dans le cinéma, les séries. Clairement, c'est devenu un sujet qui a pris place dans chaque rentrée littéraire, euh, qui très souvent va poser des questions sur l'humanité de l'homme, de la même manière que le récit écologique a joué un rôle central dans le renouvellement littéraire contemporain. Ces thématiques technologiques sont absolument patentes et méritent d'être étudiées. Troisième intersection possible, c'est celle qui est entre IA et création et le fait, j'y reviendrai, que l'IA a été imaginée, et ça ne date pas d'hier, comme une manière de créer du texte littéraire, comme une manière de faire de l'art. Et ça, pas seulement d'ailleurs en littérature, mais on dirait quelques mots en peinture ou en musique. D'où l'importance, je crois, de comprendre un peu cette IA. Et vous verrez que mon exposé sera un petit peu technologique, un petit peu scientifique, donc j'espère que je serai assez clair, parce que je voudrais faire avec vous ce qui serait l'esquisse d'une histoire culturelle de l'IA, dans une sorte d'ouverture à un projet de recherche que je viens d'obtenir par l'Agence nationale de recherche, hein, qui s'appelle une histoire culturelle de l'IA, qui démarra en janvier, donc on en est vraiment en préliminaire, et qui va consister à raconter cette histoire de l'IA, qui est d'ailleurs assez peu racontée, même sur le plan scientifique, hein. Il y a assez peu de bouquins de référence, très peu en français, et à la raconter non pas en isolant la science de l'IA comme si elle se suffisait elle-même, mais en la réinsérant dans un contexte culturel extrêmement riche et extrêmement nourrissant. Et ce n'est pas une histoire comme une autre. C'est pas une histoire comme une autre. C'est ce que je voudrais montrer aujourd'hui. Elle est tout sauf ce présentisme. Elle fait tout le temps appel au passé, dans l'anticipation du futur. Et elle, pour le coup, ne répond pas à ce modèle présentiste de François Hartog, à la fois par le projet d'une transformation radicale de la condition humaine et donc d'un futur qui serait radicalement autre, mais aussi, hein, par son rapport à sa propre temporalité. Elle avance en pas de crabe, on le verra, elle a toujours un coup d'œil en arrière et un coup d'œil en avant. Et c'est cette histoire que je voudrais un petit peu raconter en insistant notamment sur sa préhistoire. C'est ce qui est pour quelqu'un qui fait des études culturelles le plus évident, parce que tu rappelais toi-même, l'IA a été anticipée, a été pensée par anticipation à de très nombreux moments d'histoire culturelle, et en fait dès le début de la culture occidentale. On verra que c'est très très ancien, l'IA. Donc il s'agit donc pour nous à la fois de cartographier l'IA aujourd'hui. On travaille avec des équipes
gens qui font la cartographie des sciences, mais aussi de regarder un peu qu'est-ce qu'elle signifie culturellement pour les acteurs. On va faire de l'ethnographie de terrain, on va aller voir dans plusieurs pays quelles sont les références culturelles, quels sont les fantasmes, quels sont les désirs, quelles sont les attentes que l'IA produit chez les chercheurs qui fabriquent de l'IA, hein, avec des terrains variés. On ira en Asie, où l'IA est perçue très positivement, hein. On ira aux États-Unis, où elle est liée à une idéologie tout à fait particulière pour le coup de transformation radicale de soi, et on ira en Europe, hein, où des méfiances très, très fortes se dressent. On ira aussi dans des pays autoritaires comme en Russie pour voir comment l'IA est aussi un objet de contrôle. Donc on va faire une sorte de cartographie, mais je vous le disais, le centre de notre projet était de réinscrire l'IA dans l'histoire des idées, l'histoire des sciences, l'histoire de la culture occidentale, en montrant son pouvoir de fascination, son pouvoir de fascination. C'est ce qu'on a un test qui est un petit peu préliminaire à ce projet NR à travers le site IA Fiction qu'on a mis en place malheureusement en distanciel, comme on dit, du confinement au mois de juin dernier et qui a réuni un certain nombre d'équipes internationales parce qu'en fait, la question intéresse beaucoup. De très, très nombreux chercheurs en SHS essaient de dépasser la vision uniquement technologique. Alors, pourquoi parler d'IA dans un séminaire sur le temps ? Parce qu'elle fait quelque chose à notre conception du temps, sans même invoquer directement le transhumanisme qui prédit une fin de l'humanité en bonne part ou en mauvaise part, parce qu'elle met en scène des intelligences une intelligence immortelle, donc elle véhicule l'immortalité. Aussi parce que l'IA a un rapport très particulier au temps. J'en dirai quelques mots à la fin, à savoir que l'IA ne produit du futur qu'à partir du passé. C'est-à-dire que l'IA, ce sont des machines qui apprennent d'après les comportements humains, qui apprennent d'après les données empiriques qu'on leur donne, et au fond, qui ne créent rien de nouveau que l'assimilation de ce qui existe déjà. Donc, ce sont des machines éminemment conservatrices, pourrait-on dire. En tout état de cause, l'idée est vraiment d'humaniser et d'incarner l'IA, de faire l'histoire culturelle, l'histoire des idées, l'incarner dans des corps, hein, même dans des sexualités. On dira quelques mots de Turing, hein, idole gay, marqué dans son corps même par la ségrégation à l'égard des homosexuels, mais il y a d'autres corps agissant, il y a des animaux dans l'IA, montrer qu'elle n'est pas produite par une logique qui serait autonome, qui serait déterministe, qui serait univoque, mais au contraire, comment elle s'est articulée à l'histoire politique et à l'histoire culturelle et même à l'histoire littéraire. Vous allez voir qu'on a des tas d'effets tout à fait troublants, hein, lorsqu'on essaie de faire un petit peu l'archéologie de cette IA. Voilà. Alors, vous voyez, on commence par une très troublante, très troublant automate hein, du XVIIIe siècle. Alors, qu'est-ce que c'est que l'IA aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que l'IA contemporaine? Qu'est-ce que c'est que cette IA de l'accélération? Qu'est-ce que c'est que cette IA futuriste? C'est l'ensemble des méthodes et technologies informatiques destinées à résoudre des problèmes qui, ordinairement, sont traités par l'esprit humain. C'est le point canonique hein, qui est donné. Ça va de l'accompagnement numérique simple de l'IA, si on a une vision assez extensive. Un tableur Excel, finalement, est une manière d'aider, d'équiper l'humain, à cet horizon qui est celui de ce qu'on appelle l'IA générale, c'est-à-dire une IA qui serait elle-même capable de raisonner, de penser, qui accéderait à la conscience. On n'en est pas encore là, et tout ça à travers toute une série d'équipements plus ou moins autonomisés, comme des systèmes experts, par exemple, qui existent depuis déjà très, très longtemps, depuis déjà plusieurs décennies, jusqu'à l'IA moderne, l'IA contemporaine. C'est elle qui a ce pouvoir de fascination. C'est ce qu'on appelle le machine learning.
c'est-à-dire une IA qui est capable d'apprendre et d'effectuer toute une série de tâches extrêmement spécialisées, extrêmement complexes. Alors, certaines peuvent nous sembler simples, comme celle de reconnaître des animaux dans des photographies. D'autres sont extrêmement complexes, hein, comme la capacité d'une IA à traduire. Hein, on utilise tous maintenant DeepL, et la capacité de l'IA au fond, à abroger la frontière linguistique avec toutes les problématiques que ça pose, est un effet extrêmement troublant. Les tâches de classification, de prédiction, l'analyse des tendances, la production aussi de plus en plus banale de sons, de textes, d'images, la résolution de problèmes, par exemple, posés par les jeux. Hein. Il n'y a pas de jeu qui résiste maintenant à l'intelligence artificielle. Toutes ces tâches extrêmement complexes. Maintenant, les méthodes de machine learning, d'apprentissage machine, les résolvent. L'IA étant un sous-ensemble, je crois qu'il y a un écho, voilà, étant un sous-ensemble de l'IA au sens général. On distingue canoniquement de l'IA assez simple, qui est de l'IA qui va être entraînée, qui va être supervisée. La personne va mâcher le travail pour elle et va lui fournir, par exemple, des chats canoniques et déjà lui préclasser les chats en lui disant qu'est-ce qu'il faut qu'elle regarde, avec des méthodes qui vont être plus ou moins supervisées, dans lesquelles on va plus ou moins entraîner la machine, hein, comme on entraîne un enfant finalement dans un… vous savez, moi j'ai un petit garçon de 2 ans et on a ce livre des images et on lui demande de reconnaître et de mettre des noms sur les images. Mais surtout, avec cette révolution contemporaine, c'est elle qui est la plus fascinante, la plus troublante, parce que c'est elle qui ouvre la voie à une certaine autonomie, et en tout cas à des choses qui sont assez spectaculaires en tant qu'elles peuvent bouleverser et inquiéter notre condition humaine, à savoir le deep learning, parce que le deep learning ne passe pas par une phase d'entraînement humain, et parce que les réseaux neuronaux qui sont mobilisés par le deep learning apprennent d'elles-mêmes. En fait, elles apprennent d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles traversent, si vous voulez, des images de chats, et à partir de quelques exemples de chats, elles vont apprendre jusqu'à trouver les traits définitoires du chat. Et ça, c'est tout à fait troublant. On n'a pas besoin maintenant, pour résoudre un problème, par exemple, de Go ou d'échecs, d'expliquer les règles à une machine. La machine va essayer, va jouer contre elle-même. Elle va jouer contre elle-même des centaines de millions de fois et elle va construire sa propre augmentation des règles et finalement arriver à battre n'importe quel joueur humain. Et c'est là que dans ce deep learning, que la question de l'autonomie et la question de l'auto-apprentissage s'ouvre. Et on est vers des IA qui sont capables d'apprendre de plus en plus. Et de ce point de vue-là, l'IA a franchi depuis quelques années un cap qui a été donné par un célèbre défi posé par Alan Turing en 1950, à savoir le test Turing. Le test Turing, qu'est-ce que c'est? C'est simplement de savoir si on peut tromper dans une conversation un être humain et lui faire croire qu'il est face à un autre être humain alors qu'il est face à une machine. Et ça, depuis alors le moment de passage réel du test de Turing est soumis à débat, mais on considère que depuis 2014, on arrive à tromper des êtres humains dans des échanges. Alors, les machines conversationnelles existent depuis assez longtemps, depuis les années 60, depuis ELISA notamment, mais maintenant, on a quand même des outils qui sont tout à fait impressionnants, et notamment ce qui a créé une très grande peur dans les communautés, ce sont ces grosses machines comme GPT-3, qui est un modèle linguistique qui s'appuie sur 75 milliards de paramètres, qui a avalé en fait des millions et des millions de pages de texte, avec lesquelles on peut avoir une conversation extrêmement intéressante. On peut lui demander
comment une feuille, quelle est la meilleure manière pour un chien de sauter sur la branche d'un arbre, et ensuite lui demander si le chien tombe, qu'est-ce qui va se passer. Et elle va vraiment réagir assez intelligemment. Elle est capable donc d'avoir une conversation plausible, de suggérer des réponses, de résumer des textes, de créer des discours. Et ça a beaucoup troublé puisque l'accès à GPT-3 n'est pas donné en open source parce qu'on a peur de mésusage. De la même manière qu'avec des IA, on arrive à fabriquer des discours prononcés par à peu près n'importe qui ou des faux visages, GPT-3 permettrait finalement de fabriquer des fake news de manière absolument industrielle. Et GPT-3 est maintenant dépassé par d'autres modèles linguistiques encore plus puissants. Alors bien sûr, c'est ce qu'on appelle ces modèles linguistiques, non pas d'intelligence au sens où ils ne sont pas capables de raisonnement par analogie, alors que d'autres essaient de s'approcher de ces raisonnements par analogie. Ils ne font que des prévisions fondées sur l'apprentissage des textes. Et de ce point de vue-là, ils manipulent les symboles. Et là, il y a ils manipulent des lettres, des mots, des textes. Mais il n'a pas d'intelligence logique réelle. Et John Searle avait été revenu quelques années après sur le texte de Turing en disant que, en fait, il ne faudrait pas confondre un agent conversationnel avec quelqu'un qui comprendrait vraiment ce dont il se passe. Et lui avait une autre métaphore. Il parlait de la pièce chinoise, Chinese-Room, en disant que, en fait, si on fournissait à quelqu'un enfermé dans une pièce un manuel syntactique et la méthode pour assembler des caractères chinois, il pourrait les assembler en réponse à des demandes venues de l'extérieur sans comprendre vraiment le chinois. Donc, clairement, on est dans cette situation-là. Mais néanmoins, la frontière entre les IA logiques, la capacité d'apprendre et cette capacité à reproduire est en train de conduire, enfin, est en train de fusionner. On a des intelligences qui se rapprochent de l'intelligence générale et qui sont à la fois capables de simuler des conversations, de simuler des visages, de simuler des voix, mais aussi d'effectuer des embryons de raisonnement, voire de revenir sur leur propre programme, voire de progresser et d'évoluer. C'est la grande question qui inquiète beaucoup. Et ce qui inquiète beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait, des gens aussi sérieux que Hawkins un peu avant de mourir, publié des tribunes dans lesquelles des invités à vraiment maîtriser l'IA dont les possibilités sont tout à fait spectaculaires. Donc, on est vraiment à un moment d'effervescence, c'est un moment où le champ fantasmatique s'actualise un petit peu différemment de ce qu'on avait imaginé, mais où toutes les attentes culturelles, la production d'images, de textes, de romans. On a plusieurs textes qui sont parus cette année qui ont été coécrits avec des IA. Moi-même, je me suis amusé avec l'appui d'un technicien, par exemple, à faire écrire du Mallarmé et une IA. C'était très, très, très plausible. Alors, voilà donc ce qui est le présent de l'IA. Et ce que j'aurais envie de faire pour vous, c'est essayer de faire l'histoire et la préhistoire de cette révolution. D'abord, l'histoire, parce que l'IA a une histoire qui est une histoire moderne. Et de ce point de vue-là, c'est une histoire qui n'est pas autonome, c'est vraiment de l'histoire des idées particulièrement intéressantes à faire parce qu'elle mêle histoire des sciences, histoire des techniques. C'est un objet culturel total, pourrait-on dire. Et de ce point de vue-là, pour faire l'IA moderne, on a à la fois de la philosophie, de la biologie, de l'informatique, des mathématiques qui se combinent, même certains éléments de physique, venus de la physique, qui sont utilisés. C'est donc un immense spectre disciplinaire. Et clairement, l'interaction maintenant entre les sciences cognitives, dont on sait qu'elle a fourni par exemple le modèle des réseaux de neurones, on y reviendra, et la recherche en IA est particulièrement importante. Et au fur et à mesure finalement que les sciences cognitives sont capables de naturaliser les processus humains et de renvoyer des phénomènes
biologiques fondamentaux, l'IA va essayer de reproduire, d'émuler ces phénomènes-là. Par exemple, le projet Blue Brain, dès 2005, a essayé de reproduire le cerveau d'un mammifère à partir de l'observation des sciences cognitives. Donc, le lien est tout à fait fort. Donc, ça, si vous voulez, ça déborde l'histoire des techniques informatiques, même si c'est lié. Ça impose de produire à la fois une histoire des ruptures. Il y a des ruptures dans l'IA. Il y a le moment, j'y reviendrai, où la théorie du feedback permet le perceptron et permet vraiment d'avoir une rupture épistémologique. Mais on a aussi des pentes faibles. Le très très long progrès des automates sur plusieurs millénaires. On a, là je cite en fait Foucault, les seuils épistémologiques. Que pour reprendre chez Bachelard, seuil épistémologique, par exemple, comme la logique formelle de l'école de Vienne, qui va être très, très, très utile. Et on peut aussi mobiliser des notions comme celle d'unité architectonique, l'IA moderne considérée comme un ensemble, pour toujours prendre le vocabulaire de l'archéologie foucaldienne. Donc, c'est une histoire qui est particulièrement intéressante à faire, et c'est ce qu'on ambitionne de faire avec notre projet. Pour vous donner quelques éléments de ce qui constitue l'IA. Premier élément très, très important et très, très ancien et indispensable, c'est la formalisation logique de la réflexion. Et ça remonte à l'organon d'Aristote, au moins, à ses syllogismes, à sa logique modale, la logique de devoir, pouvoir, etc., que vous connaissez, à sa manière de mobiliser des syllogismes. J'ai mis un manuscrit arabe de l'organon. C'est un fil qui se poursuit avec un exemple célèbre qui est l'ars combinatoria de Raymond Lull, qui est une méthode combinatoire supposée déterminer si une proposition est vraie et fausse à travers des systèmes de roues, qui a beaucoup fasciné au Moyen-Âge, qui se prolonge, et l'autre grand philosophe, c'est Leibniz, par la mathématisation du jugement. Dans le calculus ratiocinator, Leibniz apporte une pierre en essayant de numériser finalement le jugement. Je vous ai mis un élément d'un manuscrit où ça apparaît, et ça va jusqu'à ce rêve. Là, je me suis amusé à prendre, on va voir beaucoup d'objets aujourd'hui, le piano logique de William Stonehenge qui date du XVIIIe siècle. Alors, autre grand philosophe qui a contribué à jeter toutes les bases de l'IA, c'est Boole et les lois de la logique, les lois de la pensée de 1854, le raisonnement par addition, exclusion, etc., qui est absolument fondamental. Raisonnement logique qui est étendu par Frege, et la notion de prédicat, la formalisation générale des mathématiques, l'idée de donner un cadre logique général aux mathématiques, repris par Gödel, qui formalise la formalisation elle-même et en montre les limites. Et tout ça aboutit à Turing, qui, à partir des années 40, invente ce qui sera l'ancêtre de l'ordinateur moderne, en distinguant le programme et la donnée, en inventant le début du traitement, et de ce point de vue-là, il est l'inventeur de la cybernétique. Ensuite, l'IA s'accélère. En 1950, Turing propose le test de Turing. Alors, je reviendrai tout à l'heure avec des schémas. C'est l'année où Asimov imagine les 3 lois de la robotique, vous savez. Le mot IA arrive dans un séminaire d'Dartmouth College très célèbre en 1955. C'est un moment où on essaye des premières instrumentalisations par
des machines, des théorèmes de Russell et Whitehead. Donc, 56, hein, pardon, la première emploi du mot IA. Et les premières réalisations arrivent petit à petit avec des progrès conceptuels qui sont basés par la biologie. C'est un grand moment où l'ordinateur se penche sur un modèle biologique. Norbert Wiener, l'inventeur de la tortue, en fait, a introduit la notion de feedback, hein, comme manière de penser le fonctionnement de ce qui serait une intelligence artificielle et qui d'abord pense en termes d'énergie biologique, hein, le feedback, je fais un mouvement, je reçois un feedback, et ensuite devient en fait des échanges informationnels. Et par cette notion d'échange informationnel, naît ce qui sera l'ancêtre des outils modernes, ce qu'on appelle les perceptrons, puis les réseaux neuronaux qui existent, qui commencent à être réfléchis à partir de 1943, c'est McCulloch, Spix et Epps. À cela, oui. Non, c'est toujours la même parce que j'avancerai un petit peu. Alors, non, vous inquiétez pas, je mettrai ça. Alors, à cela se rajoute un deuxième élément, sans le raisonnement artificiel, enfin, je veux dire, sans l'ordinateur, l'IA n'existerait pas, parce que tous ces raisonnements sont abstraits. Turing, il imagine une machine avec un ruban infini qui effectue les opérations, mais elle n'existe pas réellement. En fait, c'est vraiment l'ordinateur qui permet le développement de l'IA après-guerre, le moment où on passe des premiers ordinateurs mécaniques, on en verra quelques exemples, à des ordinateurs électromécaniques. Puis ensuite, c'est par exemple l'ENIAC, hein, le célèbre ENIAC, qu'il fallait recabler à chaque fois qu'on changeait de programme. Donc, c'était encore très archaïque, même s'il était déjà capable de calculer 100 fois plus vite qu'un être humain. Avec ensuite l'invention du concept moderne d'ordinateur par von Neumann, puis Shannon, avec la séparation entre la partie des instructions et la partie des données. Ça passe par des tubes, puis par des transistors. Et en fait, on aboutit comme ça, avec une accélération à la loi de Moore, le doublement chaque année de la puissance des processeurs, à cette capacité maintenant d'avoir sur un microprocesseur des milliards et des dizaines de milliards de portes logiques, hein, et même pour beaucoup de téléphones modernes ou d'appareils modernes, le MacBook Pro dont j'utilise, des circuits qui sont dévolus à l'IA en faisant du calcul parallèle. Et donc, de ce point de vue-là, l'évolution du silicone, finalement, c'est aussi ce qui rend possible l'IA. Donc, je me suis amusé à montrer quelques exemples de cette mathématisation du calcul parce qu'elle n'est pas si nouvelle. Hein. Le cas le plus ancien, c'est cette machine denticitaire très mystérieuse qu'on a retrouvée dans une épave et dont on commence à comprendre maintenant que c'était un calculateur d'événements astronomiques avec un système de rouage très élaboré. Mais le boulier est aussi un instrument de haute technologie. Il peut être utilisé pour faire des calculs très, très complexes. Il existe dans toutes les civilisations. Et ensuite, deux exemples célèbres, la pascaline, hein, l'invention que Pascal produit pour aider son père, receveur des finances, à mieux calculer. Et je dirais quelques mots tout à l'heure de la machine à calculer de William Sicard. Alors, à ces machines se rajoute la notion de programmation, hein, à savoir, j'en redirai encore quelques mots, la programmation à carte qui est inventée par les métiers à tisser, hein, au XVIIIe siècle, qui entraîne la révolte des canuts, qui est la première révolte contre l'intelligence artificielle, hein, puisque les ouvriers sont très inquiets de voir leur travail, avec ensuite les machines à carte qui vont avoir un rôle dominant, et j'en parlerai durant la guerre. Et tout ça va jusqu'au piano mécanique de Westworld, je ne sais pas si vous avez vu cette série, où de manière tout à fait nostalgique, on voit un piano mécanique
qui est une analogie des créatures androïdes dotées d'intelligence artificielle qui participent à ce monde. Alors, cette histoire-là, l'histoire moderne, elle est bien connue et très souvent racontée. Elle est racontée avec une version très téléologique. Vous voyez, ce sont toujours des courbes qui montent. Alors, il y a un moment très particulier qui est l'hiver de l'IA, dont je dirai quelques mots parce que c'est assez amusant. Donc, là, je me suis amusé à mettre quelques représentations du temps. Là, vous avez une représentation un petit peu plus cyclique avec 2 hivers de l'IA à gauche et en revanche, une représentation en flèche ascendante qui se trouve à droite. Parfois, ces représentations essayent de donner quelques incarnations à travers des objets des dispositifs techniques qui ont des noms, à travers des visages des grands inventeurs de l'IA. D'autres représentations de cette histoire-là sont aussi amusantes parce qu'elles essayent de se baser sur l'évolution de l'esprit humain. Je répète, j'imite, j'apprends à apprendre, je contribue et j'échange, je produis. Voilà une possibilité de raconter l'histoire de l'IA. Et là, malheureusement, c'est un petit petit, on ne voit pas très, très bien. Mais dans le dernier schéma, ce qui m'a intéressé, c'est que les événements de l'histoire culturelle étaient mis en regard de l'IA et l'imaginaire était mis en regard de l'IA. Alors, c'est une évolution qui est tout à fait fascinante. En faire l'histoire, ça sera pour nous passer par des lieux, des archives, des mémoires, faire l'histoire de l'IA par science, comme science, c'est vraiment mêler les disciplines et découvrir que elle n'est pas ce projet forcément théologique qu'on peut toujours évoquer. Notamment, il y a un épisode qui est très, très intéressant, qui est assez bien documenté. C'est ce qu'on appelait l'hiver de l'IA, c'est-à-dire le fait qu'en fait, l'IA a failli s'arrêter, ou plutôt elle s'est arrêtée pendant quasiment deux décennies. C'est ce que vous voyez dans le schéma où vous avez tous les schémas évoquent des hivers de l'IA. Qu'est-ce que c'est que l'hiver de l'IA? C'est quelque chose qui est multifactoriel et qui, dans sa dimension multifactorielle, dit bien de quoi l'IA parle. C'est-à-dire c'est à la fois un problème logique, le fait que ce qu'on appelle le perceptron, c'est-à-dire une machine qui va, avec des photodiodes, trouver la forme d'un objet, ensuite pouvoir l'identifier parce que par un feedback, ça fait varier des potentiomètres et donc le perceptron pourra reconnaître la forme d'un objet, trouve de très fortes limites. Il n'a qu'une seule couche de neurones artificiels et notamment il ne peut pas résoudre ce qu'on appelle le problème du XOR, c'est-à-dire traiter des cas logiques de ou exclusifs, c'est-à-dire des cas où on doit avoir soit A qui est vrai et B qui est faux, soit B qui est vrai et A qui est faux, mais jamais A et B qui sont vrais à la fois ou A et B qui sont faux à la fois. Ça, c'est un problème que l'instrumentalisation du premier perception que je montre là n'était pas capable de traiter et qui bloque totalement l'apprentissage. Et en fait, il a fallu 20 ans pour mettre au point cette technique de réseau multiple. Les concepteurs de l'IA en ont eu conscience. Il se trouve que Rosenblatt, qui avait commencé à avancer dans cette direction-là, assez désespéré, se noie dans un accident de bateau et ralentit encore. Et il faudra 20 ans pour qu'on invente ce qu'on appelle les systèmes de backpropagation avec des réseaux multiples pour qu'on soit capable de retrouver des choses plus complexes. Et clairement, il y a un moment où l'IA déçoit. On l'arrête beaucoup sur un modèle biologique après-guerre, mais les premières expérimentations
comme par hasard, au moment de la guerre froide, sur la traduction du russe. Hein, je vous ai montré une carte perforée. Elles sont extraordinairement limitées. Il y a un répertoire très limité de mots. Ce n'est pas d'IPL. Les exploits de reconnaissance vocale sont aussi extrêmement limités. Hein, c'est pas Google. Et en 66, ce sont des limites qui apparaissent. C'est l'année de 2001 de Kubrick, mais 2001 est à contretemps parce que c'est un grand moment où les espoirs de l'IA ne sont pas reçus. Il y a un rapport de Lighthill en 73 qui montre en fait que l'IA, auquel les militaires notamment attendaient beaucoup, ne donne rien. Ne donne rien. Et l'autre limite est une limite des machines à calculer face à ce qu'on appelle l'explosion combinatoriale. C'est-à-dire en fait que quand on arrive à même sans mobiliser des jeux des couches neuronales complexes comme on le fera après, on est limité par le fait que sur des jeux comme par exemple le jeu d'échecs, le nombre de possibilités va très rapidement excéder la puissance de calcul des ordinateurs de l'époque, même s'ils sont déjà beaucoup plus rapides que l'esprit humain. Donc, l'ensemble de ces choses bloquent. On résout on arrive à avoir un jeu de dames plus libre en 55 parce que c'est très simple. Mais pour le jeu d'échecs, il faudra attendre Diplo pour battre Kasparov. Il faudra attendre plusieurs décennies. Et l'IA, en fait, est riche de dysfonctions, d'oubli. Tout à l'heure, je montrais le schéma de la machine de Sicard qui en fait, est mort de la peste en 1635 et avait inventé une machine plus un Pasteur dont on s'est aperçu a posteriori qu'il avait inventé une machine plus élaborée encore que la pascaline, mais qui n'a jamais été réalisée à cause de sa mort par la peste. Les calculateurs antiques, comme la machine d'Anticythère, n'ont pas eu de successeurs. Hein. Il y a une sorte pour des raisons que les historiens de la culture expliqueront, ils n'ont pas donné d'aboutissement. Certains objets théoriques, la machine de Babbage, dont je parlerai tout à l'heure, qui est une machine à faire des raisonnements logiques avec des cartes perforées, ne marchera jamais. Adam Lovelace imaginera la programmer, mais en fait, la machine ne sera jamais réalisée. On évoquera tout à l'heure le canard de Vaucanson, qui est un canard mécanique qui est censé reproduire la digestion d'un canard. En fait, c'est une tricherie. Le dernier étage, à savoir l'excrétion, en fait, est simulé et ne marche pas complètement. Le turc mécanique, le fameux turc mécanique, en fait, est habité par un faux joueur d'échecs. Et ce turc mécanique, je dirais tout à l'heure, qui fascinera beaucoup, qui fascinera jusqu'à Walter Benjamin, qui le prendra comme métaphore dans ses thèses sur le concept d'histoire, hein, en opposant le Pantin, qui est le matérialisme historique, au personnage caché, qui est la théologie. Aussi fascinant que soit-il, ne sera qu'une tricherie qui anticipera par plusieurs siècles la réalité. Alors, par-delà cette histoire controversée, hein, le mot controversé, c'est un des meilleurs historiens de l'IA qui dit que c'est une histoire particulièrement controversée dans l'histoire des sciences. L'IA est indissociable de représentations profondes qui ont leur temporalité propre, qui sont des représentations extrêmement importantes parce qu'elles touchent à nos conception de la vie, de la mort, de l'autonomie, de la liberté, du pouvoir, du désir. Et clairement, faire une archéologie de l'IA, faire la préhistoire de l'IA, nous conduit à relever rétrospectivement ce qui avait préparé ou ce qui avait anticipé cette IA moderne. Et là, cette chronologie complexe de l'IA est tout le temps hantée par des spectres. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Le spectre d'un avant, d'un monde animiste où l'humain cohabiterait avec l'esprit des choses, manifestant une divinité, autant que ce fantasme de l'après. Et c'est une histoire tout à fait troublante. Je vous ai pris quelques exemples.
de ces hantises. D'abord, peut-être l'origine religieuse de l'IA. Les statues articulées, créatures artificielles articulées se trouvent dans énormément de civilisations. Il y a au Louvre, dans la mezzanine de nom, un masque totem articulé représentant le dieu Anubis à tête de chacal, qui est gouverné par des fils, qui fait semblant de prononcer des paroles. La statue d'Amon, Anapata, malheureusement, il ne reste que des ruines du temple d'Anapata, que je vous ai montré en moins 800, était manipulée par des leviers qui permettaient à un prêtre de choisir un pharaon. On a des cas tout à fait étonnants. Il y a, au musée de Berlin, là j'étais à Berlin, il y a une statuette de la déesse Tuéris, déesse des femmes enceintes, dans lequel il y a un sein, dans lequel il y a une petite cavité, il y a un dispositif qui permet de faire couler du lait et faire perler sur le sein de cette déesse tout à fait troublante. Alors, je vous ai mis la tête d'Anubis articulée du Louvre. Ces fantasmes sont aussi des fantasmes très, très guerriers, hein, notamment celle du célèbre géant de bronze Talos, un gardien mécanique de la Grèce qui est présent dans l'Iliade, qui garde, dans l'absence du roi de Crète, la Crète donnée par Héphaïstos, et qui était formé d'airain, même s'il avait un talon un peu plus humain dans lequel il y avait du sang. Hein, et ce guerrier mécanique, on le retrouvera dans de très nombreux cas. Hein. Il y a des guerriers mécaniques dans Chrétien III, hein, dans la légende arthurienne, dans l'histoire de Lancelot. Je crois que je ne mentionnais pas un schéma. Et ce rapport à la guerre, il est très, très présent, hein, avec les drones ou avec, là, je vous ai mis un robot militaire. Et Talos continue d'habiter, là, j'ai mis un schéma d'un jeu vidéo qui s'appelle Talos Principle, qui est un jeu assez célèbre et assez amusant. Autre origine possible à l'IA, c'est peut-être l'origine érotique. Hein. Vous reconnaissez ici Pygmalion, hein, et Galatée, hein, et clairement, l'IA féminine, de même qu'il y a une IA de service, une IA de care, il y a aussi une IA érotique, une IA féminine qu'on va animer, qui sera ensuite à votre service, d'où les innombrables robots sexuels imaginés, là je vais donner un exemple, et des films comme le magnifique Her de Spike Jonze, hein, dans lequel la Scarlett Johansson incarne la voix d'une IA possible. Autre lien avec de l'IA, c'est qu'avec tout ce qui va relever de la magie de l'automate, la fascination pour l'automate. Les automates sont très, 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 très anciens. Hein. Le traité des automates d'Héron d'Alexandrie date de 125 après Jésus-Christ. Et dans ce traité, on a des choses extrêmement modernes. On a des détecteurs d'entrée de porte, par exemple. On a des statues qui vont danser au fur et à mesure que des chars roulent. C'est documenté notamment dans la procession royale de Ptolémée II. On a sur le phare d'Alexandrie probablement des tritons animés. Alors, on n'a pas de témoignage direct. On dit que le premier oiseau animé à vapeur date des années 380, Architas de Tarente, et Vitruve évoque des oiseaux chantant sous la pression de l'eau, et le premier clepsydre à l'époque. Alors ça redémarre très vite à la fin du Moyen-Âge. Le comte d'Artois, Robert II, au XIIIe siècle, installe une sorte de parc à Hesdin où toute une série d'automates médiévaux, de faux êtres humains, de singes, d'oiseaux, démontrent cette fascination. Bacon, dit-on, aurait passé 7 ans de sa vie à essayer de construire un automate parlant. Ça s'accélère avec les Lumières. On a des automates avec un nombre de pièces absolument hallucinante. Je vous disais, le canard de Vaucanson qui a beaucoup fasciné parce qu'il habite encore le mythe. Les deux exemples de sa puissance
de suggestion. Il est repris dans Maxon and Dixon de Pynchon, où un canard automatique poursuit un des personnages. C'est totalement autonomisé, est devenu vraiment une machine automatique. Il est repris dans une installation que là j'ai mis, le Cloaca, qui est une installation d'un artiste, Wim Delvoye, qui représente un tube digestif humain géant et fonctionnel. Alors ça se trouve aussi dans d'autres cultures, hein, les marionnettes animées du théâtre d'ombre à Java, les idoles articulées en Afrique, les soldats automatiques protégeant les reliques de Bouddha qui sont évoquées par Lokamanati, le Lokamanati indien, les androïdes chinois, ça c'est très très documenté, capables de chanter dans la dynastie Zhou. Dans le monde arabe, la serveuse mécanique inventée par l'ingénieur Azazari. Donc tout ça cette puissance de fascination des automates est un élément très 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 fort, je crois, dans l'histoire de l'IA, et le rapport à la magie est aussi une source religieuse fantasmatique qui va continuer à animer d'ailleurs une religion technologique, une magie incarnée par la technologie. Et les exemples dans la culture contemporaine sont innombrables. Autre dimension aussi pour laquelle l'IA très vite trouve vraiment une volonté ce sont les jeux. Hein, l'IA tout de suite a été pensé pour faire des jeux. Là, je vous ai pris l'un des plus vieux jeux qui a été un des premiers à être modélisé, qui est celui du tic-tac-toe, parce que c'est à la fois celui avec lequel on a imaginé en 60, avec simplement des boîtes d'allumettes, des systèmes d'apprentissage par renforcement. Plus vous vous rapprochez de la solution, plus vous mettez l'allumette dans une boîte, donc plus vous avez la possibilité de le faire. On a essayé de les faire en bois et on a essayé, c'est l'origine d'un des premiers jeux sur ordinateur, sur tube électronique, qui est le jeu OXO, qui date de 1952. C'est le premier jeu vidéo complètement dans lequel on arrive vraiment à battre un être humain. Donc, vous voyez que cette dimension de jeu, de prodige, alors évidemment le joueur d'échecs de Frank Kepelen que j'ai évoqué tout à l'heure, qui a beaucoup fasciné la cour, dont Big Blue et l'image moderne, et cette image du Turc mécanique est reprise d'ailleurs par Amazon dans un des services qui propose, ce qu'on appelle les petites mains du numérique qui sont étudiées par Casati, à savoir toutes les personnes qui sont utilisées pour entraîner les IA. Il y a encore beaucoup d'IA qui sont entraînées par apprentissage. Et le Mechanical Turk, ça vous permet d'acheter, non pas une intelligence artificielle sur AWS d'Amazon, comme vous pouvez le faire, mais ça vous permet d'acheter des gens qui, en Inde ou dans les pays du tiers-monde, vont rentrer, vont cocher des cases pour vous, vont classer des textes, etc. Donc, je crois que c'est tout à fait fascinant. Ça conduit à activer des dimensions très fortes, celle de l'esclave, première figure très forte de l'esclave, ce qui est à votre service. Et très tôt, je vous évoquais cette serveuse mécanique d'Azazari, c'est aussi fort que l'imaginaire guerrier. Là, je vous ai mis à la fois une jauge de tympanon, l'Asimo japonais, Asimo comme Asimov, un des premiers robots populaires, un robot ménager que vous pouvez acheter dans le supermarché d'à côté, et dans la culture japonaise, ces robots de travail ou ces robots de partenaires sont des partenaires de vie, font même l'objet de rites funéraires. Là, je vais montrer une image d'un enterrement de robots Aibo. Alors évidemment, la dimension négative est très, très, très puissante. Les figures monstrueuses sont extrêmement anciennes. Je vous rappelle quand même que dans le Décanum, il y a l'interdiction de représenter et d'animer les figures. Ces peurs sont tout à fait anciennes. Je vous ai mis une représentation classique du golem, je vous ai mis un Frankenstein, et le golem, c'est le nom du premier ordinateur israélien, et c'est le nom d'un réseau distribué d'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est tout à fait important. De même, je n'ai pas fait de diapo là-dessus, mais la dimension créative aussi de l'IA compte beaucoup. Vous savez, les 100 milliards de poèmes anticipent la création par IA
par Oulipo, mais en fait, c'est beaucoup plus ancien que cela. Dans Swift, c'est Swift qui décrit pour la première fois une intelligence artificielle capable d'écrire des textes. Lorsqu'il arrive à Lagado, on lui montre une machine à fabriquer de la littérature, des livres techniques, et Gulliver raconte, alors je traduis, comme cela, la personne la plus ignorante, à un prix raisonnable et avec très peu d'efforts, pouvait écrire des livres en poésie, en philosophie, en droit et en politique, en mathématiques et en théologie, en se passant de toute assistance du génie ou du travail. Donc, vous voyez, c'est tout à fait, récent. Et les outils modernes, qui sont par exemple ce qu'on appelle les GAN, les réseaux adverses, dans lesquels vous avez une IA qui essaie des trucs, et l'IA qui essaie de vérifier les trucs dans une sorte de concurrence qui permet de produire, mais extrêmement créative et inventive, des textes, des tableaux qu'on va ensuite vendre, sont vraiment anticipés par ces rêveries très anciennes. L'IA est donc peuplée de ces grandes inquiétudes, l'inquiétude du remplacement du travail humain de l'homme par le robot, et on pourrait la lire dès Aristote. Il y a un passage de la Politique où il évoque des instruments qui seraient capables de faire leur propre travail par anticipation intelligente, comme les statues de Dédale ou les trépieds d'Héphaïstos, donc comme les premiers automates grecs. Et Aristote réfléchit aux conséquences politiques en expliquant que ça serait le seul cas où les chefs n'auraient pas besoin de subordonnés. Donc, au fond, la théorie politique de ce qui serait un monde dans lequel on aurait des IA esclaves est pensée par la politique d'Aristote, autant qu'elle est l'objet d'interdits, d'interdits royaux, d'interdits religieux. Donc, cette peur moderne concrète, je vous le disais, est loin d'être nouvelle. Le métier à tisser de jacquard, première implémentation des cartes perforées, a été l'objet de la première révolte contre les machines. La tradition des automates au XVIIIe siècle alimente ensuite le mythe de Frankenstein, la peur du remplacement de l'être humain, la peur de l'autonomie de l'être humain. Très vite, lorsque les premières machines effectives se mettent en place au XXe siècle, elles sont très, très ambivalentes par rapport à leur rapport aux valeurs humanistes. Côté, vous avez le mythe de Turing. Je vous montrerai tout à l'heure quelques représentations qui arrivent à décrypter Enigma avec une machine à Bletchley Park. Mais d'un autre, vous avez cette machine à cartes perforées que j'ai montrée tout à l'heure, mais que je vais remontrer, qui est ici, la machine Hollerith, qui a été qui est une production d'une entreprise allemande, Demomag, rachetée par IBM. Elle va contribuer à la recension engagée dès 1933 par les nazis, lorsqu'un 2 millions d'enquêteurs feront du porte-à-porte et porteront des résultats sur des cartes perforées. Et dans ces cartes, la colonne 22 désignera les Juifs. Et clairement, l'instrumentation des statistiques modernes par les machines d'IBM contribueront à la recension et à la déportation des Juifs, au même moment où, d'un autre côté, la machine va permettre de décrypter les secrets du nazisme. Donc, les mythes sont tout à fait troublants. Les premiers ordinateurs, les premiers usages d'ordinateurs, je vous ai montré la première machine à traduire, c'est pour traduire du russe. Le premier ordinateur, l'ENIAC, qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Eh ben, quels sont les premiers calculs qu'on fait faire à un ordinateur? Eh ben, c'est calculer des tirs d'artillerie. C'est le premier usage. L'IA est financée largement
par des usages militaires. Ce qui fait que dans toutes les réalisations modernes de l'IA traînent des fantômes. Et je pense qu'une partie de notre histoire de l'IA va consister à avoir des fantômes. Dans le laboratoire du MIT, dont je vous ai mis ici une photo, il y avait un énorme portrait de Judy Garland dans Le Magicien d'Oz, et l'ordinateur s'appelait Le Magicien d'Oz. Le fantôme de HAL, vous savez, l'ordinateur intelligence artificielle de millions de l'espace, se retrouve dans Siri. Et si vous interrogez Siri, on pourrait le faire si vous avez un iPhone, Siri a toute une série de réponses à des questions sur HAL. Le guide du voyageur intergalactique, le H2G2 de Douglas Adams, a été la référence de la construction de Deep Blue. Et en fait, à chaque fois qu'on creuse dans cette histoire de l'IA, on voit les fantômes. Et on les voit aussi quand on s'intéresse à des personnalités. Le mythe d'Alan Turing, hein, donc qui décrypte Enigma avec la bombe de Turing. C'est aussi le mythe de cet homme qui, selon toute probabilité, se suicide en croquant une pomme pleine de cyanure. Et que la légende soit vraie ou pas, le logo d'Apple serait une allusion. Alors, les créateurs d'Apple ont expliqué que c'est ex post, mais qu'ils auraient été heureux que ce soit comme ça qu'on a inventé le logo. Mais en tout cas, ils adoublent cette interprétation-là. Et Turing constitue vraiment un mythe moderne, illustré par de nombreux films, etc. L'autre grand mythe de l'IA est un mythe féminin, c'est celui d'Ada Lovelace, qui était quand même la nièce de Byron. Hein, je ne vous ai pas donné ce détail-là, qui est la première à avoir imaginé un langage de programmation pour la machine de Babbage. Et de ce point de vue-là, les liens avec la littérature ne sont pas totalement anodins. Et là, je vous ai mis l'icône d'un langage de programmation moderne, qui s'appelle le langage Ada, justement. Et en creusant, je pense qu'on va dans cette histoire culturelle de l'IA, trouver des choses tout à fait passionnantes. Par exemple, je me suis aperçu que deux des créateurs de l'IA avaient écrit des romans. Hein, Minsky, notamment, avait produit un roman et que donc, non seulement il lisait de manière tout à fait passionnante des textes de science-fiction, hein, mais ils étaient auteurs de romans. Norbert Wiener aussi a écrit lui-même un roman. Et quand les premiers échanges que j'ai eus, les premiers lectures de témoignages de pairs de l'IA ont expliqué, des gens comme Yann LeCun, l'inventeur des réseaux convolutifs, explique que le HAL de science-fiction a été à l'origine de sa volonté de créer une intelligence artificielle moderne et puissante. Donc, clairement, c'est cette archéologie qu'on va explorer dans notre projet. Alors, quelques mots, je ne sais pas combien de temps il me reste. Ça va, oui, je peux prendre encore 5 minutes pour finir. Oui, quelques mots sur ce qui seraient les post-histoires de l'IA. Je vous le disais, l'IA s'accompagne de fantasmes tout à fait forts. Et ces fantasmes, aujourd'hui, ils ont plusieurs faces. C'est d'une part l'idée d'une prise de contrôle complète de l'espèce humaine. Là, je vous ai mis une petite image, je ne vois pas très bien, une série Person of Interest, où en fait l'IA représente l'ensemble des dispositifs qui gèrent nos vies, qui seraient mis en réseau, qui seraient capables de prédire et de déterminer les comportements humains. Donc l'idée que l'ensemble des données permettrait de prédire les comportements humains et donc de contrôler l'individu. Donc le premier visage de l'IA, c'est une forme de contrôle. Autre forme très, très forte, c'est tout ce qui va relever des formes d'incarnation. Hein, au fur et à mesure que les robots ou que les voix de nos IA sur nos téléphones s'humanisent, le trouble est de plus en plus fécond. La question de la conscience se pose de plus en plus parce qu'elle commence à arriver dans certains IA qui seraient capables d'évoluer, se pose de manière tout à fait
troublante. Elle est très illustrée par Westworld, hein, vous savez, où il y a cette image où on reproduit finalement la manière dont on donne la vie à l'homme dans la fresque de la Sixtine avec une main robotique et une main humaine. La question des sentiments des robots aussi est une question qui est très, très forte depuis Blade Runner, hein. Vous savez, où on invente un test, le test qui n'existe pas, le test de Voight-Kamp, pour savoir si on est un être humain parce que l'être humain est encore capable d'empathie. Mais on commence à fabriquer des IA empathiques, on travaille beaucoup à ça. C'est un des grands problèmes de l'IA, c'est comme elle reproduit ce qui existe, par exemple, pour prédire les chances qu'un condamné récidive. Elle va traiter des informations antérieures. Et donc, on essaie d'imaginer d'autres types d'IA parce qu'en traitant les informations antérieures, non seulement elle n'a pas d'empathie, mais elle reproduit tous les biratios qui se trouvent dans les données qu'on lui rentre. La question du rapport entre IA et émotion, c'est une question d'essayer de trouver des IA empathiques, des IA affectives, des IA incarnées, des IA qui se nourrissent du rapport au corps, c'est sans doute une limite aussi tout à fait consciente. Et clairement, François, tu évoquais la question du post-humanisme, du transhumanisme. Certaines IA font preuve d'humanité, hein, dans R de Spike-Zonk. Vous savez que lorsque R s'aperçoit que son système d'exploitation a dépassé l'intelligence humaine, elle va quitter son propriétaire humain pour vivre sa propre vie et va laisser le héros à construire sa vie amoureuse. Mais très souvent, ça se passe beaucoup plus mal, hein, de Terminator à la série Alien, le dernier Alien de Ridley Scott, Alien the Covenant. La peur de la domination de l'homme est tout à fait active. Elle s'adosse sur cette idée qu'on approche d'une IA générale qui serait capable d'avoir des raisonnements généraux, et l'idée qu'à un moment qui est théorisé comme étant ce que Vernon Dwing appelle la singularité technologique, hein, c'est-à-dire le moment où les robots prendraient le dessus sur l'humanité, entraînant la fin de l'histoire, devient constituer l'asymptôme du projet humain de se rendre maître et possesseur de la nature. Ça serait l'IA qui se procéderait de lui-même. Donc, tout ça prend des figures différentes, sont des eschatologies positives chez Ray Kurzweil, pour lesquelles une fusion possible des airs serait possible, mais aussi des peurs. Hein. Kurzweil est aussi celui qui a théorisé la gelée grise, lorsque les machines spirituelles seraient autonomisées, elles arraisonneraient à leur profit l'ensemble des ressources humaines. Et naissent aujourd'hui ce que Gunther Anders a appelé la honte prométhéenne, c'est-à-dire le fait qu'on ait honte de ne pas être aussi fort que les IA. Alors, je ne sais pas si on va aller vers une fusion, une cohabitation. Westworld laisse entendre qu'une cohabitation des êtres serait possible, comme la cohabitation avec les autres vivants. Finalement, toutes les agentivités pourraient cohabiter. Si on va vers une domination volontaire ou simplement une domination par erreur, il y a cet exemple très connu dans la futurologie d'IA qui évoque le fait ayant donné à une usine d'IA le fait d'utiliser toutes les ressources pour fabriquer des trombones, finalement, elle va utiliser toutes les ressources de l'univers pour fabriquer que des trombones. Donc, quand tu lui donnes l'objectif, elle va raisonner les ressources. Donc, par erreur ou par volonté de montrer sa supériorité, de montrer son immortalité, l'IA promet une fin possible de l'humanité qui est très illustrée dans, vous savez, la série Terminator, extrêmement influente. Donc, je ne sais pas si on va vers le modèle d'Alita, qui est le cyborg, qui est la créature mi-humaine, mi-robotique, si on va vers la cohabitation de la Westworld, si on va vers le contrôle secret maîtrisé par quelques puissants grâce à l'IA, ou le contrôle complètement autonome de l'espèce humaine par l'IA. Mais en tout cas, ces prophéties sont extrêmement influentielles. Alors, extrêmement influentes, pardon. Donc, pour conclure, l'histoire de l'IA est passionnante et spécifique parce que précisément, elle entretient un rapport particulier au temps. Une chronologie scientifique qui ne ressemble pas à une histoire du progrès des sciences. Elle est multidisciplinaire, elle est non linéaire,
des projets restés virtuels, des objets oubliés, des moments de suspension, des courts-circuits disciplinaires, des fausses voies disciplinaires. Il y a longtemps arrêté justement par le modèle des modèles biologiques simples. Et cette IA est liée à une expérience particulière du temps qui fait qu'elle favorise des motifs de perturbation chronologique. Soit le temps arrêté par les déterminismes, Minority Report, tu n'aurais plus de temps parce qu'on aurait un contrôle absolu, soit le futur qui s'arrêterait avec comme seule option le retour dans le passé, c'est Terminator. Au fond, puisque l'apocalypse du contrôle de l'espèce humaine par l'IA, la seule possibilité, ça serait de revenir en arrière. Donc, clairement, l'IA entretient un rapport avec le temps qu'il faut explorer. Elle produit des machines éternelles qui échappent au temps. Elle promet une eschatologie qui serait une rupture dans le temps humain et le compte à rebours serait déjà déclenché. Et on n'aurait plus qu'à revenir en arrière sur nos mythes ou sur nos possibles actions pour arrêter le compte à rebours. Et tout simplement parce que dans ces usages concrets, l'éthique de l'IA, la philosophie de l'IA nous montre aussi qu'elle peut avoir une dimension très, très réactionnaire, très conservatrice en reproduisant les biais sociaux et en n'étant pas mis au service d'une humanité qui voudrait progresser, puisque l'IA ne fait que reproduire le passé. Donc, c'est ce rapport au temps très, très intéressant dans lequel on voit que ce prodige moderne, cet hyper-futur, n'est pas si simple à mettre au service d'un projet humain et ne ressemble pas tellement à cette flèche accélérationniste qu'on nous promet, mais entretenir un rapport beaucoup plus complexe que notre projet de recherche. Donc, ça sera un des objectifs de notre projet de recherche que d'explorer ce temps, notamment en passant par cette archéologie. Merci. Merci à toi. Richesse absolue. Oui, j'avais effleuré le sujet, mais effectivement, là, tu nous donnes un panorama d'une richesse incroyable sur cette histoire ou archéologie du phénomène, qui croise d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'à t'écouter, je voyais la réalisation finalement d'un rêve de celui sur lequel je travaille en ce moment, qui est Michel Serres, de la transversalité disciplinaire et du grand regret qu'il avait de la coupure entre les deux cultures. C'est-à-dire qu'on a là avec l'IA, tu nous l'as dit, une espèce d'agencement entre la biologie, des éléments de physique, la société, le mythe, la légende, l'imaginaire. Et tout ça, effectivement, s'entremêle dans des réalisations dont on ne sait pas trop ce qu'elles seront, mais on sait déjà qu'il y a effectivement un certain nombre de choses, dans des choses étonnantes dont tu nous as parlé, certaines d'ailleurs, mais tu l'évoquais aussi, de machines qui créent de la fiction. Enfin, je ne sais plus si c'est au Japon ou dans les prix littéraires. Oui, il y a eu les premières expériences d'IA ayant reçu des prix littéraires. Repris, en tout cas en finale, est arrivé un peu comme si dans le prix Goncourt. C'est des petits textes. Hein. C'est des petits textes. Ouais. Mais c'est déjà effectivement assez étonnant et étonnant, n'allant pas justement dans le sens simplement de la conservation ou de la répétition, là, donc d'agencement un petit peu nouveau. En fait, la question du nouveau en IA est une question très, très intéressante parce que, en fait, l'IA ne crée rien de nouveau puisqu'elle ne s'appuie que sur de l'information qu'on lui donne. Simplement, pour créer ce nouveau, enfin pour créer quelque chose, elle passe par des agencements tellement complexes, c'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble des opérations mathématiques utilisées par une IA pour fabriquer, par exemple, un nouveau visage, vous savez, ces générateurs de visages qui n'ont jamais existé par l'IA, qui sont tout à fait fascinants, est tellement complexe qu'il est impossible à un être humain de la reconstituer. Il faudrait imprimer des milliards de tonnes de papier, lire l'ensemble des calculs de l'IA, etc. D'où l'effet nouveau, sans qu'il y ait du nouveau. D'accord. C'est ça qui est très... L'agencement. L'agencement, oui. Ben oui. Alors, sans doute, la création passe beaucoup par l'agencement. Crée-t-on jamais du nouveau puisqu'on travaille avec l'existant? Bien sûr.
Et dans cette généalogie, quelle place tu attribues à ce qu'on a appelé à un moment, je ne sais pas si on en parle encore, mais je pense plutôt aux années 80-90, les arbres de la connaissance, le travail d'un Michel Authier, d'un Pierre Lévy. Ah oui, alors il y a toute une dimension de cartographie du Oui. savoir. Il y a ces entreprises d'outlet, notamment de sémantisation. Oui, ça c'est la base d'une certaine branche de l'IA qui travaille qui fait de l'IA symbolique, qui nourrit des systèmes experts, qui essaie de produire des raisonnements assez complexes à partir d'une dataïfication du savoir humain. Alors, je connais moins ce domaine. Et en fait, c'est vrai qu'il est un petit peu écrasé. Maintenant, les gens qui font de l'IA symbolique sont un petit peu écrasés par le machine learning, qui lui apprend sans avoir, au fond, de représentation de ce que c'est quelque chose. C'est ça qui est extrêmement troublant. C'est-à-dire que l'IA qui va jouer aux échecs, qui va battre Kasparov, a encore besoin d'une représentation du jeu, de ce que c'est que le jeu d'échecs. Maintenant, en deep learning, elle n'en a absolument plus besoin. Elle a une représentation interne qui nous est inaccessible. Elle a appris par elle-même. Donc finalement, avec le machine learning et le deep learning, c'est l'idée qu'on n'a même plus besoin de représentation du savoir pour produire. Et sur le plan de la littérature française aujourd'hui, tu évoquerais quels textes, quels romans qui sont les plus suggestifs, les plus heuristiques? Je vous renvoie dans notre projet que je vais afficher, IA Fiction. Je vais repartager l'écran. On a une petite bibliothèque. Ah oui. Il faut qu'elle se charge. J'espère qu'elle marche encore. Oui, elle marche encore. Des petites erreurs. Mais normalement, elle doit marcher encore. Avec un peu de chance. Non, mais je l'ai gardé en mémoire, dans lequel on a fait une anthologie de l'ensemble des textes qui mettent en scène des IA. Et il y en a plusieurs centaines. Même s'il n'y a que quelques textes. Alors, enfin, il y a des textes donnés comme fabriqués par des IA. Ça c'est un genre qui existe de manière tout à fait amusante. Zoé Sagan, qui est le pseudonyme d'une écrivaine qui a été célèbre au moment d'une affaire autour de Griveaux, mais qui a fait surtout des romans, notamment des romans sur le data, sur l'information journalistique, se prétend écrit par une IA. En fait, c'est un être humain, un pseudonyme. Vous avez des textes coécrits avec une IA, ou Why on the Road, qui est écrit par une IA sur une enquête américaine. Sur une enquête, voilà, sur un voyage de New York au sud des États-Unis. Une traversée, la voiture automatique la voiture est censée créer des éléments. Qui écrit le voyage. Vous avez des expériences et l'auteur conduit la voiture. Et vous avez des exemples aussi il y a eu quelques cas, là, je vous donnerai ça si nécessaire sur demande par mail, de textes complètement écrits et publiés par IA, mais on n'a pas encore de best-seller produits par IA. En revanche, on utilise de plus en plus pour analyser des scénarios de cinéma ou pour analyser des best-sellers potentiels, des outils de détection de best-sellers possibles. Mais là encore, quelle place il donne aux nouveaux? Parce qu'ils permettent rétrospectivement de vérifier que les textes ont été des best-sellers, disons, mais est-ce qu'ils seraient capables vraiment de détecter leur édition quelque chose qui serait nouveau? Pas forcément, parce que le nouveau fait irruption. Tandis que l'IA n'est pas, en tout cas ces IA-là, qui ne sont pas des IA générales, ne sont pas capables de trouver l'irruption. Est-ce que l'IA serait capable de détecter que la mémoire aurait été un best-seller? Non, mais
en ayant appris sur l'ensemble des best-sellers, il arrive il peut le détecter rétrospectivement. Il y a un bouquin de Matthew Jokers là-dessus, hein, The Cracking the Bestseller Code, qui utilise toute une série de techniques de l'humanité numérique et notamment certaines techniques d'IA, de topic modeling, etc., pour montrer rétrospectivement la capacité de l'IA à détecter des best-sellers parmi des centaines de romans. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA a appris ce que c'était qu'un best-seller. Ensuite, on lui donne plein de romans et, sans lui dire lesquels ont été réellement des best-sellers, il arrive à retrouver des best-sellers. Mais ça marche que rétrospectivement. Donc, bon, mais maintenant, on commence à l'utiliser pour détecter des scénarios intéressants, etc. Mais le danger, c'est que… Alors, on peut écrire des discours politiques, mais depuis longtemps, il y a des générateurs de discours politiques, de remerciements. Manuellement, c'est assez facile. Ouais, c'est plus inquiétant pour les fake news. Hein. On peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui en animant des images, mais très, très plausibles maintenant. Hein. C'est des outils qui sont assez dangereux, hein. Y compris, on peut faire jouer un film pornographique à vous et à votre voisin en implémentant visage, mais un très, très réaliste. Enfin, non, les capacités de transformationnisme de l'IA sont extraordinaires. J'ai un copain qui a expérimenté notamment en faisant apprendre Proust à une IA, de faire écrire Proust sur n'importe quel sujet contemporain. Et on a vraiment l'impression d'avoir des textes de Proust. Donc, la capacité d'imitation de l'IA est… Je peux vous poser une question sur le coup de remarque, parce que vous avez une façon de parler de l'IA, où généralement, si vous parlez d'intelligence artificielle, ou si vous parlez de l'intelligent agent, ça veut dire un agent intelligent. Parce que, d'une certaine manière, donc c'est ça, c'est évidemment, je pense que l'exposé vous conduit, c'est-à-dire un peu à personnaliser au fond l'intelligence artificielle, à tel point qu'en vous écoutant là maintenant, quand vous partez, quand on a fait faire ça à l'IA ou je ne sais pas quoi, c'est comme s'il s'agissait d'un personnage qui était capable d'agir en tant que tel. Parce qu'en fait, il y a des IA. Il y a des IA qui ont chacune des noms. Hein. Ouais. Parce que je trouve, bon, c'est exposé évidemment à un effet de pied qui vous oblige à parler comme ça, mais il y a quelque chose qui est à la fois fascinant. J'adorais ce que vous faites. Hein. Je travaille sur Colloquet, par exemple. Donc, je travaille sur la version un peu sombre de l'intelligence artificielle, si vous voulez. C'est qui est moins connu aujourd'hui. Mais c'est fascinant parce qu'en fait, aussi dans la mise en perspective historique que vous faites, qui est tout à fait intéressante, qui est tout à fait ouverte, incontestablement, il y a quelque chose que vous apportez qui me semble très nouveau par rapport à l'historiographie classique et qui marque beaucoup plus ce qu'on peut appeler l'IA, je fais toujours, plutôt que l'historiographie au sens classique du terme, c'est au fond l'imaginaire. Porteuse de l'imaginaire tout à fait étonnant, c'est-à-dire qu'il y a une tension au fond entre les constructions, les élaborations scientifiques, mathématiques, l'imaginaire littéraire, artistique, culturel, qui est probablement beaucoup plus présent là qu'ailleurs. C'est une hypothèse qu'on peut faire, hein, semble-t-il. Mais il y a quelque chose qui me trouble beaucoup. C'est quoi cette chose qui s'appelle l'intelligence artificielle? Et au fond, si c'est une chose, en fait, c'est l'algorithme. C'est des algorithmes plus des algorithmes qui sont développés par les êtres humains avec les machines. Donc, il suffit de tirer la prise pour que ça s'arrête, d'une certaine manière, je pense. Enfin, je ne force pas le truc. Hein, je ne veux pas être. Là, je suis pas je suis désolé. Mais je pense à très au sérieux et je trouve que c'est très intéressant, je veux dire, intellectuellement parlant. Donc, mais c'est quoi cette chose? Et surtout, comment reconstituer une histoire, pour le fait qui est absolument passionnante, cette sorte de mise en abîme, sans s'interroger aussi sur qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence artificielle sous l'Antiquité. Est-ce que vraiment on pensait à ça et de quelle manière on pouvait le penser en pensant à ce qu'était l'intelligence, tout simplement, sous l'Antiquité, au Moyen-Âge, ou aujourd'hui aussi. Qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence? Parce que l'intelligence artificielle, je suppose, on a forcément quelque part une sorte de mise en tension avec l'intelligence humaine, le cerveau humain. Or, c'est là aussi il y a un élément problématique, c'est-à-dire on a des connaissances sur le cerveau humain qui ont bien sûr une histoire, qui ont évolué, qui se sont performées, qui peuvent, me semble-t-il, à croiser ça avec quelque chose qui serait l'intelligence artificielle, à nous donner aussi des éléments qui permettraient de comprendre pourquoi, en fait, il y a eu certaines voies qui conduisent à explorer l'intelligence artificielle dans une certaine direction et pas dans une autre. Est-ce que c'est
j'imagine, hein, c'est une question que je pose, j'imagine que ça a un lien à voir aussi avec les connaissances qu'on avait sur l'intelligence, ou sur les fantasmes qu'on avait sur ce qu'était l'intelligence humaine. Sur le raisonnement humain, en tout cas. Sur le raisonnement, oui. Sur le raisonnement, voilà. Enfin, parce que, effectivement, quand on essaie de chercher les premiers éléments qui serviront plusieurs millénaires après à mettre en place les IA, c'est la question de la logique de l'Antiquité, par exemple. Clairement, c'est tout ce qui relève de la mathématisation, de la formalisation du jugement, de la formalisation du raisonnement. C'est sans doute là que l'imaginaire machinique rentre dans l'histoire du savoir humain, en même temps où rentre l'idée que des objets inanimés puissent s'animer et qu'elles puissent avoir forme humaine. Chez Aristote, c'est ça. Il y a à la fois, on disait dans la politique, l'idée qu'on pourrait imaginer que les géants d'airain automatiques puissent avoir leur propre vie et donc qu'on n'ait plus besoin d'esclaves. Et en même temps, cette mathématisation du raisonnement. Et donc, ce sont deux ingrédients, je trouve, qui... Ils avaient une vie, ils faisaient partie, en fait, de l'humanité. Oui. La différence entre les dieux et les humains n'est pas si évident que ça. Non, mais je veux dire que c'est fantasmagorique. Non, mais c'est pour ça que réfléchir sur l'IA, ça demande de faire de l'anthropologie à un moment. Hein. Et c'est pour ça qu'on a un anthropologue du religieux, Lionel Obadia, passionné dans notre équipe. Hein, c'est pas fascinant, mais ça pose des tas de questions sur la limite de l'objet. Oui, la limite de l'objet. Parce que l'IA, vraiment au sens historique, hein, c'est 46. C'est ça. Julien Baquet. Alors, attendez, je vais mettre le son. Je l'ai, la leçon. Julien, on peut vous entendre si vous ouvrez votre micro. Oui, bonjour, vous m'entendez, c'est bon? Oui, je vous entends. Super. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très très riche. Alors moi je suis postdoctorant au LabEx Les Passés dans le présent. Et j'ai fait une thèse de sociologie sur les usages scientifiques de la science-fiction. Et ce n'est pas tellement une question que j'ai, c'est une sorte plutôt un commentaire sur une dimension de votre présentation que je trouvais intéressante sur les relations entre, en l'occurrence là, la science de l'IA et la science-fiction. Et j'avais juste un petit exemple que j'avais relevé dans mon travail, et c'est un scientifique qui s'appelle Irving John Good, qui était un des collègues de Alan Turing et qui a beaucoup travaillé sur la statistique bayésienne, qui a écrit dans les années 60 un texte sur l'apparition des machines ultra intelligentes. Ah, je connais pas. Donc c'est un peu une formulation un petit peu en avance un peu de cette idée de singularité technologique de Vernor Vinge, un autre écrivain de science-fiction un petit peu plus tard. Sauf que lui, donc, il le fait du point de vue de la science et dans son texte, il explique. Alors, donc quand il parle de cette apparition de machines ultra intelligentes, il dit c'est très curieux que ce point-là est très peu traité en dehors de la science-fiction et c'est parfois important de prendre la science-fiction au sérieux. Et ce que je trouve intéressant dans ce type de remarque, en fait, c'est qu'en général, on a toujours l'image que c'est la science-fiction qui s'inspire de la science pour ensuite fantasmer, alors qu'ici, on a l'exemple exact inverse d'un scientifique qui s'inspire de la science-fiction, qui se l'approprie, et en même temps l'exproprie aussi d'une certaine manière. Hein. L'appropriation, c'est toujours un geste d'expropriation, pour faire ensuite son travail scientifique, de spéculation scientifique. Et donc voilà, c'était juste un peu ce rapport que je trouvais intéressant de retournement entre une science-fiction qui serait en fait pris au sérieux par les scientifiques et des scientifiques qui se mettent à fantasmer. Comme ils n'ont aucune représentation de ce à quoi peut aboutir ce qu'ils fabriquent, recourent beaucoup à la science-fiction, en tout cas dans leur représentation imaginaire. Et c'est pour ça qu'on va avoir ces enquêtes de terrain dans lesquelles on va les interroger sur leur lecture, sur les formes, les visages, les incarnations ou les conséquences qui peuvent
trouver à ce qu'ils fabriquent, et assurément la médiation des grands textes ou des grands films, des grandes fictions de l'IA est fondamentale. Hein, et moi, il n'y a pas un chercheur en IA que j'ai rencontré qui m'ait a dit l'importance qu'a eu pour lui 2001 l'Odyssée de l'espace, Terminator, etc. Hein. Ce sont vraiment sont extrêmement actifs, et ça configure finalement ensuite ce qu'ils vont faire. Et d'ailleurs, donc ce scientifique là dont je vous parle, Irving John Good, c'était l'un des consultants pour le film 2001. Ah oui. Donc, Je veux bien la référence. Ouais, donc il y a toujours, je peux vous le taper dans la conversation peut-être. Super, ouais, merci. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, sur l'implantation de cette généalogie, ça me un petit peu ce que dit Bertrand. Vous avez pris beaucoup de précautions pour dire que ça peut être extraordinaire, et fait référence à Foucault, donc sur la discontinuité, etc. Mais il y a peut-être un risque d'établir des fausses continuités aussi, par rapport à notamment par rapport aux objets qui pourraient être du humain, utilisés fortement. Ça, c'est un aspect aussi très important. Mais comment vous faites hein, pour se prévenir un petit peu contre l'idée que la novice articulée, c'est la précurseur, l'idée de précurseur qui établirait des fausses continuités. Vous êtes passé sur Vinci. Pas plus fort. Oui, Vinci aussi, le soldat mécanique de Vinci. Oui. Ou la fameuse auto qui puisse le machin ressort, qui a une autre fonction, qui est le divertissement, etc. Comment, si on veut réexposer, si vous voulez réexposer cette généalogie, là vous l'avez fait de façon platiniste, mais est-ce qu'il n'y a pas ce risque, même si à la fin, bien sûr, vous avez bien rappelé que ce n'est pas existant linéaire, etc. Là, on est finalement dans le domaine de la science. Vous faites une incursion comme historien des sciences. Oui. Je n'apporte rien de nouveau. Mon apport n'est pas du côté de l'histoire des sciences. Je ne fais que reprendre des choses qui sont établies. En revanche, les historiens des sciences ne s'intéressent pas tellement aux soldats de Vinci, dont on ne sait pas, dont il ne reste pas de traces, on ne sait pas s'il a été réalisé, soldat mécanique. Non, mais vous avez raison, il y a un vrai. On veut trouver dans le passé ce que le présent nous montre. Maintenant, la dimension comment dire, religieuse d'une IA qui introduirait l'être humain à une vérité supérieure, qui serait l'équivalent du masque d'Anubis, l'aile de nom du Louvre, elle est présente dans les représentations contemporaines, dans les projections, dans les projections des scientifiques contemporains. Hein. Il y a ce fameux récit, je ne sais plus de qui il est, dans lequel on demande à une IA extraordinairement puissante, est-ce que Dieu existe? Et l'IA lui répond maintenant oui. Donc ce rapport entre IA et religion, je pense qu'il est encore présent aujourd'hui. Hein. Et ça, c'est aussi un des champs qu'on va essayer d'analyser, hein, savoir est-ce qu'il y a une religion technologique, est-ce qu'il y a une substitution du religieux, est-ce qu'il y a été une manière d'amener à la question du religieux. On va interroger à la fois les scientifiques et les mythes contemporains. Oui. Finalement, quel temps fabrique l'IA pour la société? En revenant sur la question du nouveau, quand même, hein, cette complication à penser le nouveau, vous l'avez répété plusieurs fois, finalement, l'IA ne reproduit que le passé. Et on en a parlé tout à l'heure. Alors, quel temps, finalement, l'IA fabrique? Quel temps social? Quel temps l'IA fabrique pour la société, finalement? Elle peut produire un temps très, très rétrograde. Hein. Elle peut... je vous évoquais
biais extraordinaires qu'il y a quand on fait de la justice prédictive, quand on fait l'attribution de ressources. On est obligé d'injecter dans les IA une dimension éthique qui va être de demander à l'IA, quand on demande à l'IA d'optimiser l'attribution de ressources, par exemple, de prendre en compte des politiques volontaristes qui vont fabriquer du nouveau et pas seulement attribuer les ressources telles que elles ont toujours été attribuées. Pour éviter la reproduction. Pour éviter la reproduction, parce que l'IA est une machine à reproduire ce qui existe déjà. Est-ce que ce n'est pas une conception un peu fixiste, finalement, qui pourrait dominer le risque? En fait, il y a deux attentes. Les progressistes disent que l'IA peut être progressiste dans le sens où elle permet d'éviter les biais humains. C'est-à-dire, effectivement, elle n'a pas la subjectivité, par exemple, pour un jugement, si on demande à l'IA de décider si on va libérer ou pas un prisonnier, ce n'est pas l'humeur d'un juge qui va décider de tenter une réinsertion ou pas, c'est statistiquement les chances de réinsertion. Donc, on évite le biais humain. Et ça, clairement, ça, c'est quelque chose que... Il y a une étude sur l'IA qui est faite par ce garçon très, très, très libéral. Comment ça s'appelle? Quelle génération de livres tu connais? Remarquable, dans lequel il va voir des spécialistes de l'IA aux États-Unis. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que l'IA, de ce point de vue-là, va enlever la subjectivité des jugements humains. Donc, est antilibéral. Mais en débarrassant la subjectivité humaine, elle ne fait que reproduire ce que la société a déjà installé. Puisque, en fait, les probabilités de réinsertion de quelqu'un, certes, ça ne sera pas à la tête du client et son humeur de juge, mais ça va être selon tous les biais de ce qui existait déjà, à savoir effectivement que les Noirs ont de moins bonnes chances de réinsertion statistiquement, etc. D'où le problème de l'IA. Est-ce qu'elle nous libère de nos biais ou est-ce qu'elle nous renvoie à nos biais statistiques, à nos biais communs? Donc oui, il y a clairement des enjeux politiques. Comment ça fonctionne? Vous faites allusion à Bertrand. Oui, je pense qu'il y a d'autres questions. Gaspard Koenig a fait une très très belle enquête politique sur l'IA dans le monde. Gaspard Koenig, COE, c'est un ultralibéral, et il a fait une enquête en s'inquiétant effectivement en tant que libéral de la capacité de contrôle sur le jugement et l'action individuelle de l'IA qui en enlevant les erreurs possibles de l'humain, en fait, la service à ce qu'il a déjà fait. C'est lui qui a fait cette enquête sur un certain nombre de jugements, justement, qui ont amené à une condamnation à mort aux États-Unis, qui a revu, en fait, toutes les... C'est ça? C'est lui qui a fait cette enquête? Non, il a fait un bouquin sur... J'ai lu un truc comme ça, effectivement. Il s'appelle La fin de l'individu. Ah, ouais. Son bouquin sur l'IA. C'est une remarquable enquête parce qu'il va en Chine, il va en Russie, il voyage et il s'inquiète sur ce que c'est qu'une société qui serait contrôlée par des IA. C'est la fin de l'erreur, mais c'est aussi effectivement la fin de l'erreur. C'est grands péchés. C'est minorité, c'est absolument minorité. Même si dans Minority Report, ce n'est pas de l'IA, mais c'est des COX. Oui. En fait, c'est exactement ce que fait l'IA. C'est la justice. Il faut que ça bouge. C'est quelque chose qui fait bouger. Oui, rebondir sur les questions qui ont été posées par Bertrand, par Christian. Effectivement, je conçois la légitimité de leur questionnement par rapport à toute recherche. Et là, on réagit un peu en historien. Bien sûr, je suis beaucoup moins historien. Connaissant les écueils, justement, de la démarche
historienne qui était très la tienne dans ce que tu as présenté, tout en parlant effectivement de délinéarisation, de rupture, de critique de la téléologie. Mais en fait, en même temps, cherchant une généalogie. Et donc, là, c'est vrai que la démarche latourienne, en termes de réseau, d'anthropologie des sciences, est très suggestive, justement par rapport à une tendance qu'on peut avoir à se laisser porter par l'histoire des vainqueurs, l'histoire d'une généalogie de quelque chose qui trouve ses prolégomènes, et puis même une évolution qui passe par des années d'hiver, et puis qui retrouve le printemps et des moments d'accélération. Mais j'ai l'impression que c'est aussi ta préoccupation, puisque tu as parlé d'anthropologue, de la nécessité d'un travail aussi d'enquête ethnographique sur les usages. Donc, oui, moi j'ai commencé par présenter l'histoire canonique de l'IA. C'est ça, voilà. Et ensuite, on va essayer de faire un travail qui va essayer d'enrichir, en la prolongeant dans un avant très troublant, en les résurgeant de cet avant, et puis en allant effectivement voir les acteurs, leur réseau, leur situation. Effectivement. Mais tu as tout à fait raison, tu as pointé quelque chose, c'est que je ne suis pas historien. Et donc, je vais avoir besoin des idées. Si je veux collaborer un projet qui est bien, pas compliqué. Dans les archives du MIT, de Stanford, tu verras à la fois les dossiers mystères et les dossiers IA. Alors, il y a une autre question de Julien, je crois. Vous pouvez ouvrir votre micro, Julien? Oui. Excusez-moi de vous déranger encore. Non, j'avais une question. On peut envoyer la référence par le chat. Ouais. J'avais une question plutôt sur la question du temps, puisque c'est quand même le séminaire L'expérience du temps. Et donc, quand vous avez fait votre panorama historique et que vous êtes remonté quand même assez loin dans le temps, je me demandais, est-ce que ces machines, ces automates, ces robots étaient aussi, pour les gens qui les ont fabriqués dans leur temps, une manière de se projeter dans le futur nécessairement, comme ça peut être le cas pour les chercheurs qui travaillent sur l'IA, par exemple. Ou est-ce que c'était quelque chose justement qui était inscrit dans leur présent? Je ne sais pas si vous comprenez un peu la question que j'essaie de poser là. Ce qui est fascinant, c'est que la volonté de perfectionner ces machines est absolument extraordinaire. Hein. Des automates de l'âge classique font plusieurs milliers, des milliers de pièces. Et donc de se rapprocher de plus en plus du fonctionnement humain, de faire croire à l'humanité, l'idée que de faire croire à l'animalité du canard chez Vaucanson, elle n'a pas attendu les robots modernes. Hein. Il y a une volonté d'aller le plus proche de la vie, de saisir la vie, de fabriquer des machines les plus similaires à la vie. Alors, est-ce que c'est se projeter dans un avenir? Est-ce qu'il y a l'idée qu'il y a un horizon machinique dès les premiers traités antiques des automates? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait regarder, il faudrait réfléchir. On peut avoir une idée de quelle futur les fabricants d'automates se nourrissaient. Je vous avoue que je ne peux pas répondre à cette question. Ça va être délicat. J'apporte un truc sur cette discussion sur les automates. D'abord, beaucoup plus fort. Oui. J'apporte ce truc, c'est qu'en fait, il y a aussi une logique propre de l'automate. Je pense à l'horlogerie. Jaeger-LeCoultre ou quel fabricant d'horlogerie ensuite ça. C'est réussi à réaliser il y a une dizaine, une quinzaine d'années l'horloge la plus complexe, la montre la plus complexe du monde qui comprend 3 pièces. Ce n'est pas du tout une reproduction du cerveau humain, c'est juste une performance mécanique. Oui, ça, il y a une performance mécanique. Et les morceaux artisanales, produits artisanales. Je pense à ça parce qu'en fait, je trouve qu'il y a absolument fascinant. Moi, je suis aussi fasciné comme vous. Moi, fort par l'intelligence artificielle, mais par l'informatique, l'ordinateur, les machines, les techniques qui servent à penser, à calculer, à classer. C'est la raison pour laquelle je m'intéresse à Paul Oclet, dont on fait beaucoup aujourd'hui, en fait, à petit
ancêtres de l'Internet, parce qu'il y avait, on peut imaginer, une forme de communication de l'information par un système de téléphone et de télévision. Et moi, je suis... Mondanum, c'est ça? Non, c'est pas seulement Mondanum. Vous savez, c'est ce fameux schéma qui est produit à 300 000 exemplaires, en tout cas sur Internet, où on voit effectivement tout en haut un téléphone, un phonographe, etc. En dessous, on voit une sorte de tableau qui croise, tout ça. Puis en bas, on voit un personnage qui est en bureau, avec un écran devant lui, et puis ensuite des personnes à distance qui reçoivent l'information dans eux-mêmes commandé. Donc, c'est un peu l'idée, une sorte de métaphore. Alors, moi, j'ai pour le moment une sorte d'interprétation par rapport à ça. D'abord, j'ai dit Pollochet était incapable de penser Internet. Il était incapable parce qu'il n'avait pas les instruments mathématiques. La théorie de l'information au moment de Pollochet n'existe pas. Elle est postérieure. Je veux dire, celui qui informe, celui qui crée l'information, c'est justement ceux qui sont. C'est pour ça que je posais la question par rapport à l'idée de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est quand même un saut qui n'est pas seulement un saut, c'est un saut qualitatif. C'est un passage d'un paradigme, même plus que ça à un autre. C'est très important. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer, des tas de choses. Il y a un moment donné où vous êtes limité. C'est pour ça que je pense que, comme vous m'avez répondu sur la question du raisonnement, c'est un élément important, mais qui est aussi une vraie question pour moi, historien, c'est comment on met en perspective historique tout ça après. Parce qu'il y a des sauts, il y a des choses, et qui fait qu'on ne peut pas penser certaines choses. Mais le paradoxe, c'est que nous, de nos points de vue, on peut les penser, on peut penser ce que ceux qui nous ont précédés ont pensé. Sauf à aussi prendre précaution à se remettre, à tenter de se remettre dans leur contexte pour essayer d'imaginer leur propre imaginaire, leur propre manière de comprendre les choses. Or, Pollochet, de ce point de vue-là, c'est intéressant parce qu'il imagine quelque chose qui est en mesure d'essayer, ça revient à un bricolage en fait, c'est pas un trait de génie, c'est un bricolage avec les dispositifs techniques et intellectuels qu'il avait à l'époque pour essayer d'optimiser en quelque sorte une obsession qui était la sienne, la circulation de la connaissance, le classement et la circulation de la connaissance. Aujourd'hui, les historiens d'Internet vont chercher chez Pollochet cette figure, c'est pour ça que moi je l'interprète et que je le dis. C'est parce qu'en fait, les historiens d'Internet ont besoin d'ancêtres. Ils ont besoin de se créer des pères fondateurs. Pourquoi? Pour inscrire en fait l'histoire d'Internet, non pas seulement dans une histoire critique, telle qu'on pourrait l'écrire, mais dans une tradition. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de tradition autour d'Internet. Il faut qu'il y ait. Alors, il y en a, il faut des femmes, il faut qu'il y ait de la place. Il faut des femmes, il faut des choses, il faut des femmes, il faut des objets, il faut des personnes, il faut des mythes, il faut tout ça. Une fois qu'on a tout ça, on peut faire quelque chose qui est une sorte de mise en forme historique. J'ai un auteur, un grand philosophe qui s'appelle Nietzsche, a écrit des considérations intempestives sur l'histoire. C'est un petit texte très court. Je ne sais pas si vous l'avez jamais lu. Non. Lisez-le. Parce que c'est quelque chose de fascinant. En fait, c'est un texte critique sur la position de l'histoire en Allemagne au XIXe siècle. Il dit en fait l'histoire prend trop de place, elle écrase la vie, etc. Voilà. Bon, sur philosophie politique chez lui, c'est tout à fait évident, qui est important, qui est intéressant. Mais il y a aussi une manière de dire, il y a au fond trois formes d'histoire, une histoire monumentale, une histoire mémorielle, en quelque sorte, une histoire critique. Puis en ouvrant ça, après on peut prolonger l'exercice. Mais en ouvrant ça, en fait, on voit quand on interroge en fait des objets aussi complexes que celui qui est le vôtre, par exemple, du point de vue de la manière de pouvoir le construire historiquement, en fait, on peut avoir là tout d'un coup toute une série d'images sur la manière dont on peut, ce que vous avez envie de faire en plus, quand je vous écoute, c'est-à-dire qu'on peut mettre en forme non pas une histoire d'eux, mais au fond des perspectives historiques sur. Et en même temps ancré dans tout ça. J'ai une question, Geoffrey, via Facebook, je lui parle de toi. Quelque chose qui deviendra, au fond, une histoire. C'est-à-dire celle qui est c'est pas une vraie histoire. Enfin, une histoire critique qui aussi commence en 1946. Il y a quelque chose qui commence là, dont l'idée de le remettre dans une perspective beaucoup plus longue risque aussi de rater l'importance de ce moment-là. Je veux dire, c'est comme la Deuxième Guerre mondiale. C'est comme le moment où, en fait, deux cinglés mettent au point une espèce de machine pour décoder quoi? Le code secret de l'armée allemande. Turing, c'est quand même ça, si je me souviens. Donc, c'est plus Turing, je ne sais plus lequel des deux, les deux là. C'est ça, il y a un film qui a été fait là-dessus, et qui fait qu'en fait, cette machine absolument folle qu'ils font, c'est la mécanique, en fait. C'est des machines qui tournent, des rouages qui tournent. C'est une pascaline, en fait, contemporaine.
qui sert à faire quoi? En fait, à décoder les codes secrets de l'armée allemande. C'est complètement militaire. Ça veut dire en fait qu'on a une histoire d'intelligence artificielle. Vous l'avez souligné. C'est largement militaire. Totalement vide. Et c'est quand même intéressant. Mais en même temps, Partie de l'histoire des techniques humaines. ça fait partie de l'histoire des techniques. Et il y a aussi une autre histoire. C'est évidemment l'histoire de l'intelligence humaine, c'est-à-dire des philosophes, des intellectuels. C'est des histoires, c'est assez passionnant quand même. Quand on analyse l'histoire de l'intelligence ou l'histoire de la documentation, comme je vais le faire, de voir à quel point on croise toujours des éléments qu'on croit complètement opposés. Les intellectuels d'un côté, si vous voulez, puis en même temps les militaires. Ça se croise complètement. Et c'est ça qui est fascinant. Voilà. En tout cas, merci. Merci à toutes et à tous. Bon, ben merci. Un grand merci, Alexandre. On arrête là.